c'est sans fil, sans pile et ultra basse consommation. Donc, par exemple ici, juste pour vous introduire la notion, ça c'est un interrupteur sans fil, sans pile. Donc simplement quand je vais presser le bouton, voilà, ça va envoyer une petite trame sans fil et je vais pouvoir allumer la lampe qui est là-bas, qui a un récepteur NO1. Voilà. Une sorte de gros domino. Donc les deux appareils sont affairés. À l'intérieur, c'est juste un petit aimant avec une bobine qui génère le courant pour envoyer tout le Ici, avec la Flightcore, on a fait la passerelle en fait NO1 vers IP. Et donc, la Flightcore ici est connectée sur un routeur 3G qui est derrière aussi. Et donc, avec mon téléphone, je peux, j'ai une page web. Vous pourrez essayer de vous connecter tout à l'heure. Donc, si vous ne vous par exemple, ça risque de pas trop marcher. Donc, simplement, depuis mon téléphone, je vais pouvoir, si la page. Voilà. Allumer, éteindre la lumière. Faut que tu te sur. Un web server en fait. Dans le Flightcore, on a il y a un serveur web qui est intégré dans la Flightcore. C'est le même composant Wi-Fi que sur le chip de Wi-Fi Arduino. Donc toute la page, tout le HTML, CSS, il y a du JavaScript pour faire je crois tout à l'heure, un graphique qui remonte la température temps réel. Température qui est remontée par ce thermomètre qui est un océan, sans fil, qui est juste alimenté par un petit panneau solaire. Donc, je pourrais vous montrer plus en détail pour les curieux, mais en gros, il suffit de faire l'atterrage du thermomètre avec le récepteur simple ici, et après on a toutes les infos de température qui remontent sur la page web. J'ai entendu certaines personnes parler de Zigbee tout à l'heure. Alors contrairement au Zigbee, c'est un protocole qui est ISO. Ouais. C'est le seul protocole de domotique international dont on a déposé l'ISO au mois de mars. Donc vous pourrez prendre un produit de chez Honeywell ou un produit de chez Trio 2IS, pour ne pas citer les Français. S'il y a un détecteur de mouvement, les deux ont les mêmes fonctions, on peut les échanger, contrairement à des produits Zigbee où chaque fois qu'on a un nouveau produit, il faut se recoller le code. Et là, dans l'idée, c'est complètement interopérable entre fabricants de produits NOcéan, et puis l'alliance NOcéan, c'est environ 1 millier de produits existants domotiques prêts à utiliser, dont ces petits interrupteurs, qui sont compatibles environnement Vimar ou Legrand. Aujourd'hui, on a juste à acheter le contour. Z-Web, c'est un bon exemple, sauf qu'ils n'ont pas un protocole open. Nous, on est open. On peut prendre le protocole, alors évidemment, on sort de l'ISO si on se fait un nouveau protocole, mais le gros avantage, c'est que ça marche sous forme de profil. Donc, vous avez un profil lumière, un profil chauffage, voilà. Donc, à partir du moment où le même composant a le profil chauffage, on peut les changer, les box, tout ce qui commence à sortir en ce moment, style les Audianettes, tout ça, comprennent les types de profils. Contrairement à, effectivement, quand je parlais avec les gens qui font des box, ils me disent Z-Wave c'est bien, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il faut qu'on remette un petit peu les doigts dedans. Juste rapidement pour finir sur OpenCube, on a une deuxième démo, je ne sais pas si on laisse tourner ou pas pour faire la démo. Donc un peu comme Arduino, il y a toute l'API, une API de base en fait, qui a été faite pour faciliter le développement. Donc c'est quasiment les mêmes fonctions que l'Arduino pour faire tout ce qui est gestion des GPIO, PWM, UART, SPI, 2C. Et après on a toute la partie web, donc pour faire des requêtes HTTP, donc pour faire des variables dynamiques, et après tout ce qui est JavaScript, CSS, tout ça c'est du côté explorateur, donc ça marche aussi. Donc aujourd'hui il existe plusieurs Nest, donc là j'ai le Nest Wi-Fi, musique, NOcéan pour la domotique. Là on a un autre Nest qui va servir à faire du prototypage rapide, que certains connaissent SynStudio. Donc c'est un système c'est une boîte chinoise qui fait toutes sortes de capteurs qui ont un connecteur normalisé. Donc en gros ici on a quelques exemples que Nicolas a présenté. Et donc on a fait un Nest qui reprend plein de connecteurs Groove, ça s'appelle les connecteurs Groove. Et on va pouvoir juste venir, pas besoin de se mettre à souder, on prend directement le connecteur, on branche. Il y a quasiment toutes les librairies qui sont disponibles sur la Flightcore. On va pouvoir interagir comme ça avec capteur de température, luminosité, baromètre. Il y a un petit écran LED et plein d'autres composants comme ça.
Après, au niveau des nests, il y a un nest pour faire du prototypage, donc juste avec les petits trous. Et en gros, il y a un autre nest pour contrôler le robot Lego Mindstorm. Sorti il y a des dizaines de jours. C'est un gars de la communauté qui a développé le logiciel et le matériel. Et après, il a fait fabriquer par OpenTicus, parce qu'en fait, ils produisent en Italie. Du coup, s'il y a des gens qui ont des projets pour tirer une centaine de cartes, ils peuvent le faire directement. Ce qui est intéressant pour l'intérieur des objets, c'est qu'on voit aujourd'hui, quand on développe, on est toujours embêté pour sortir 10-15 cartes. Là, il y a quand même des façons de faire des choses rapides. Un des projets que vous avez peut-être déjà vu, Charles. Le Evian chez vous, c'est un bon exemple d'intégration où on a juste un flyport Wi-Fi, une batterie et puis derrière un petit contrôleur pour l'affichage et l'écran. Et au final, ça donne un petit objet assez compact et qu'on peut faire en assez peu de temps en programmation rapide. C'est pour ça qu'on a sorti la carte Grove derrière. Et là devant, en fait, Nicolas va vous montrer. Voilà, typiquement, on a mis quelques capteurs pour faire une station météo un peu sympa. Et on pourrait presque rajouter sur les groves. On a trouvé là, dernièrement une carte qui permettait de décoder l'Oregon scientifique. Pour ceux qui connaissent, on a souvent des stations météo Oregon scientifique chez soi. On a trouvé la petite carte qui va bien radio. On a juste à positionner en grove. Par l'I2C, on remonte les informations Oregon scientifique. On peut les traiter dans le flyport. Antoine et Laurent ont déjà quasiment tout dit, donc je ne vais pas vous représenter OpenTicus. Pour ce qui est de la démo, donc là en fait c'est une station météo. Donc vous avez deux capteurs analogiques, un capteur de luminosité et un capteur d'humidité. Un capteur de luminosité et un capteur de qualité de l'air, pardon. Et vous avez un capteur digital, donc pour Humidité, et un petit afficheur donc LED qui utilise le protocole I2C. Donc vous avez 10 connecteurs Grove, donc vous pouvez connecter jusqu'à 10 modules, sachant que dessus, là de base, mais c'est remappable, il y a un I2C, un SPI et de l'analogique et du digital. Donc l'avantage de cette carte, c'est de pouvoir faire de l'internet des objets assez facilement, comme le web server est intégré grâce au module Flyport. Donc là, on a fait un petit programme qui permet d'afficher en fait les valeurs des différents capteurs et sur l'afficheur et sur le web server. Donc là, on a utilisé le protocole ad hoc, ce qui veut dire que vous pouvez, si vous avez des téléphones iOS, parce que chez Android, c'est pas tout à fait, comment dire, ça marche pas sur. Voilà, c'est pas. Il faut activer votre téléphone entre guillemets pour que ça fonctionne. Là, je vais essayer de me connecter au web server depuis mon ordinateur. Ça c'est bon. Donc on choisit l'IP, ici j'ai mis 96 et normalement, voilà, on arrive sur la page web server donc complètement personnalisable et ici vous avez l'information de la luminosité, plutôt une bonne nouvelle, l'air est frais ici, et la luminosité et l'humidité ainsi que la température. Sachant que voilà, vous pouvez vous connecter de votre téléphone. Là, c'est simplement une page d'information, mais on peut tout à fait imaginer pouvoir par exemple inscrire du texte ici qui sera ensuite affiché sur le LED. Donc, voilà. Vous avez une question immédiate? Je suis pas sûr d'avoir entendu ou pas, je sais pas si vous l'avez dit, mais est-ce que c'est un système on chip ou c'est un microcontrôleur sous cette C'est un microcontrôleur, un microchip, un PIC 24. Avec un OS FreeRTOS. Évidemment, l'ensemble est open source. C'est le code source du microcontrôleur qui est open source. Hardware. Le hardware aussi, donc on peut s'en faire un chez soi, on télécharge des schématiques et on peut se le faire. C'est ça. Les OpenTicus, au début, ils étaient deux, ça a commencé il y a 2 ans. Maintenant, ils sont membres de l'Open Hardware. Donc, il y a la partie stack TCP/IP qui est la version microchip. Après, tout l'OS, c'est FreeRTOS, c'est open source. Et après, toute l'API par-dessus, c'est open source aussi. Après, on a plein de docs si vous voulez plus d'infos. Et du point de vue prix, en fait, on parle de. La station météo, c'est 130 € TTC. En gros, si vous achetez un Arduino et un chip Wi-Fi, vous serez plus cher avec l'Arduino.
petits écrans pour le web. Vous verrez sur notre site, on a référencé tous les composants Grove qui sont compatibles avec la carte. Qui permet de piocher. On commence à avoir pas mal d'écoles qui sont intéressées pour justement faire des kits très faciles pour pouvoir faire un peu d'analyse des objets pour pas très cher. Voilà. Il y a d'autres utilisations où des gens achètent ça pour uniquement faire des passerelles domotiques. Donc ils mettent un récepteur Z-Wave sur un des ports du Grove et puis boum, ils ont une passerelle low cost. Parce qu'aujourd'hui, une passerelle domotique, ça coûte un bras. Donc, donc on pourrait mettre, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met un Z-Wave sur un des Groves, sur le Grove d'à côté on met du N-Océan et ou du Zigbee, et donc vous avez des passerelles qui communiquent en UART, et après on traite l'info. Alors on peut imaginer énormément d'applications, on pourrait vous en faire un catalogue de choses qu'on nous a demandé, mais c'est pour ça qu'on a conçu une gamme comme ça, assez complète, et en se servant des produits du marché qui viennent pour les composants de chez Seed Studio, parce qu'on les trouve quand même d'assez bonne qualité. Et après, le reste, c'est complètement une communauté bien européenne. Pourquoi est-ce qu'on entend moins parler de Codecus que de... Parce que c'est beaucoup plus récent. D'accord. Beaucoup plus récent. Il y a eu il y a eu 2 ou 3 hackathons à Rome. Et après en France, c'est vraiment c'est le début. Alors pour ceux qui veulent, le 27 novembre, là, je pense que vous connaissez presque tous la cantine, on a une soirée cantine là-bas. Là, par exemple, cette station météo, si on voulait la mettre sur batterie d'une taille à peu près raisonnable, etc., en mode point d'accès Wi-Fi, vous avez vraiment de grandeur. Pour l'autonomie ou Ouais, pour l'autonomie. Ça dépend si vous activez le Wi-Fi tout le temps ou pas en fait. Ouais. Quand on est en mode Wi-Fi off, c'est extrêmement basse consommation. Vous pouvez activer le Wi-Fi pour transmettre les données puis rééteindre. Après, c'est une batterie standard 3V7 lithium, mais Vous avez... ouais, il y a des batteries. Parce que j'ai utilisé des devices qui sont lituaniens, qui s'appellent les Carambola, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'espèce de pareil, c'est open source, jusqu'au Ramon. Et c'est des petits points d'accès Wi-Fi. Et pour faire un truc comme ça, ça tient 3 jours au maximum. En gros, si on veut envoyer une donnée toutes les minutes ou quelque chose comme ça. Là, en mettant le micro en veille, on va consommer du micro ampère, donc après, il suffit de le réveiller intelligemment et puis on peut tenir plus longtemps. D'accord. Faut tester quoi. Okay. Et du point de vue mémoire, en fait, comment est-ce que Alors, par rapport aux données en flash ou en stockage. ce stockage? Alors, ici, par exemple, sur les NS Music, il y a un port micro SD, donc avec une librairie open source de système de fichiers pour du FAT32. Donc, du coup, là, c'est une carte de 4 Go où j'ai fait une petite appli, j'ai mis de la musique dessus, et puis depuis la page web de la Flyport, je pilotais une playlist. Sur la Grove aussi, la carte Grove, il y a une micro SD aussi embarquée pour faire du data logging, qui est assez demandé en domotique. Et c'est possible de streamer la musique? Ouais, justement, là, c'est le but. Tu as un port jack, on met directement tout le jeu. Non, mais streamer, je veux dire, par le réseau, parce que tu dis que c'est sur la carte SD, tu lis une musique depuis la Ouais, carte. C'est possible d'envoyer genre depuis son téléphone. Depuis VLC, tu peux très bien streamer de la musique, ou même streamer du stream, de récupérer mode radio dans VLC, et depuis VLC, l'envoyer sur la Playport. Ça marche smooth. Stéréo et en assez bonne qualité. Donc il faut une Flyport et un module et un Nest audio, c'est ça? Si Pour faire le stream audio, ouais. En fait, les Nest, ce sont des fonctions. En fait, il y a juste le petit décodeur MP3 dans le C'est quoi comme décodeur? C'est un VLSI, je ne sais plus le nom exact, mais 51. Quelque chose. J'arrive pas à lire. Bref. Allez sur le site. Il y avait 1063, encodage ou décodage. Ouais, il y a les deux, mais là c'est pas câblé, je crois. Le site de OpenVicus ou de Gigasystem? OpenVicus, Gigaconcept, Media. 3 sites. Alors sur OpenVicus, il y a un wiki qui est tout en anglais, mais le wiki est assez bien connu. Donc il y a plein de tutos et d'exemples de projets. Il y a un livre pour commencer? Non. Pas de web.
On peut reprogrammer les flyports et les nests. Ouais, il y a un codeur et on vient juste le programmer avec la carte qui est ici. C'est juste. Ouais, alors sur la version Ethernet, il y a un chip de mémoire qui est ici, et du coup on peut faire du firmware, de l'update depuis Internet. Si vous mettez le firmware sur un serveur FTP, la flyport va venir se connecter. Après, le format du firmware, on a accès à tous les specs. Ouais, c'est un .exe Intel ici. Ok, merci. Hein Derrière. Moi, j'aime bien. Bien, tout de suite, je suis pas développeur. Ma spécialité, c'est plus les algorithmes de reconnaissance, et en particulier les algorithmes de reconnaissance de son. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a créé des algorithmes pour recréer un petit peu la fonction de détection et de reconnaissance de son de l'oreille humaine. Et donc, on a cette techno qu'on a mise dans du hardware qui est finalement assez classique. Donc, c'est une carte. C'est une carte qui est fabriquée par CC1J, si vous connaissez. Donc, qui est à base c'est de l'AMD Geode, c'est un Helix 800, c'est 600 MHz. Donc c'est quand même du traitement, on fait des FFT, on fait quand même pas mal de traitements. Du coup, ça demande un petit peu de puissance. Donc j'ai une petite démo, mais je suis là aussi pour parler avec vous de certains qui connaissent justement le Raspberry Pi. Donc on est en train de réfléchir en fait. Donc on a cette librairie d'algorithmes qui sert à détecter des sons. Donc pour l'instant on travaille dans le domaine de la sécurité. En fait. On travaille sur de la détection d'agression, de bruit de verre. On travaille aussi dans le domaine de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que les gens dans les usines sont capables de détecter quand les machines sont en train de tomber en panne par le son. Donc on est en train de remplacer ces gens-là par des machines capables de prévenir des pannes. On travaille aussi dans l'environnement pour détecter les sources de bruit. Et en fait, on se rend compte que cette fonctionnalité de détection de son est capable d'aller dans la maison, est capable d'aller dans même les téléphones portables. Il y a énormément de devices maintenant qui sont créés avec un microphone et avec une unité d'analyse derrière. Et du coup, on réfléchit à quelle est la bonne plateforme pour porter nos algorithmes et quelles sont les applications possibles. On pense que le son, ça permet de détecter un certain nombre de choses, de faire de la détection de contexte, s'il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, s'il y a une machine qui se met en route ou pas, etc. Donc, il y a un foisonnement d'idées, et puis je suis là pour discuter avec vous s'il y a des gens qui ont des conseils à donner ou des idées à apporter. Donc, en fin de la cause, là, ce que j'ai amené, effectivement, c'est la plateforme qu'on utilise. Donc, c'est tout bête, il y a un microphone qui numérise le signal, et on a donc dans la carte des algorithmes de détection. On fait la détection. Là, j'ai mis en place la détection de voix. Dès qu'il y a quelqu'un qui va parler, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, là je parle. Quand il y a des... En fait, c'est pas très sexy comme interface, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des envois d'alarme, et ces envois d'alarme sur détection sont envoyés sur les plateformes de supervision. Après, il y a des logiciels qui sont utilisés pour visualiser toutes ces détections. Là, c'est du SNMP, donc c'est un protocole SNMP qui envoie des... Et donc, toutes les secondes, on vient enquêter le système pour voir s'il y a une détection. Donc, c'est pas très parlant. Je vous invite à venir après pour que je vous montre comment ça marche. Vous allez rien voir. Mais en gros, voilà, quand il y a une courbe bleue qui signifie qu'il y a de la voix, en fait,
Quand elle est à 1, c'est qu'il y a de la voix, quand elle tombe, c'est qu'il y a une pause. J'ai mis aussi détection de cri. Normalement, si je commence à apparaître comme ça. Non, je ne l'ai pas mis. C'est l'effet des mots. Bon, tout à l'heure. Et je vais préparer une détection de décapsulage de bière. Je ne l'ai pas, mais si on chin-chin des verres, ça devrait détecter. C'est des mots, mais voilà, je suis pas spécialiste de l'embarqué, mais qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est du Linux embarqué, donc il y a beaucoup, si vous faites du traitement de signal audio, il y a une grosse utilité d'utiliser les jeux d'instruction SIMD qui permet de paralléliser les calculs. Donc on peut pas le porter sur l'Arduino, ça c'est sûr. Après, tout ce qui est Raspberry, le Pi, là, effectivement il y a ces jeux d'instruction. Donc là on est en train de regarder ça. Ça existe aussi sur les processeurs ARM qui sont dans les téléphones portables. Il y a tous ces jeux d'instruction. Pourquoi pas un DSP Le DFFT directement intégré dans le DSP, ça serait peut-être plus pratique que l'IS86. Ouais, mais dans quoi t'as des DSP intégrés? Je sais pas, des OMAP de TI, une fois Ah oui, plus petit. Ah oui, il y a pas mal de trucs embarqués où il y a directement des instructions DSP en fait dans le CPU qui permettent, plutôt que de la faire avec plusieurs instructions. Ouais, alors, effectivement, alors nous on a écrit la FFT de manière très très optimisée. Et on s'est rendu compte que selon les processeurs, selon où est-ce que tu compilais, etc., tu avais des petites différences d'arrondi qui sont reportées derrière. Comme on traite le signal et que chaque donnée est importante pour la classification derrière, et ben, il peut y avoir des différences on est toujours obligé de compiler notre FFT et pas de la mettre sur des. Je ne suis pas spécialiste, mais on ne peut pas non plus la mettre sur des unités qui sont dédiées à ça. On a fait tourner justement sur le Cortex A8 là. Parce que c'est dommage que du coup vous ne profitez pas de l'accélération du hardware en fait. Ben, on profite du jeu d'instruction. Quand même, mais si. Voilà, voilà. Pour le coup, vous parlez d'un Raspberry Pi, il y a un GPU à l'intérieur. Vous pouvez programmer un FFT sur le GPU, ça se fait très bien. Moi j'ai vu un Raspberry Pi runner du 1080p en Full HD, c'est impressionnant. D'accord. Ça sera très bien runné. Comment ça s'appelle, tu dis? La Raspberry Pi, Oui, mais le GPU, c'est le processeur graphique, mais qui est tourné pour faire du oui, parce qu'ils font de la lecture des Blu-ray, là, tout ça. Exactement. Au niveau de la précision, je ne sais pas si tous les GPU ont vraiment une précision flottant autant qu'un CPU, donc c'est vrai qu'il y a des fois il y a des problèmes de précision d'arrondi. Un GPU, c'est un CPU pour les flottants, donc je pense que au niveau. Ouais, mais c'est pour la pièce, c'est pour l'œil humain, donc c'est vraiment beaucoup moins précis. Ouais, jusqu'il y a encore quelques années, c'était pas bon du tout. Là, il y a quelques années, il y a 4 ans encore, c'était pas bon du tout. Les GPU, donc tout ce qui était opération FFT, tout ça, arrivait pas du tout à. La DSP, oui, absolument pas. Et par rapport à un CPU, par rapport à un CPU, en fait, elle n'y arrive pas du tout. D'accord. Elle donnait exactement des choses erronées. Je pense que ça s'est amélioré parce que. Mais maintenant, de parler, de revenir à des choses de plus petit, on me pose la question de savoir s'ils seront plus à ce qui était en qualité, ou s'il y a une sorte de qualité induite, une surperformance de ce pays maintenant. Je douterai un peu. Ce qu'on peut dire aussi, même si c'est une bonne question, pourquoi c'est orienté DSP, alors je ne connais pas vraiment l'appareil, mais l'intérêt aussi de s'orienter sur des architectures un peu plus classiques, c'est de pouvoir utiliser des librairies comme GStreamer qui permettent de coder les choses. Bon, ça reste du C et tout, mais dans une architecture de librairie orientée signal en fait. Et quiconque s'est déjà mis à coder un DSP, se mettant là-dessus, voit tout de suite une boîte à outils plus facile. Même si c'est vrai que le CPU n'est pas complètement un peu moins optimisé. Il y a plus d'outils en fait. Et la question qui m'interpelle, en fait, c'est quand on parle justement de précision de DSP, tout ça, de façon évidente,
tu as envie d'avoir peut-être un DSP parce que tu as toutes ces opérations qui sont uniques. Tu nous dis en fait qu'il y a un problème de précision, induite. Mais c'est parce que tu compares en fait tous ces bruits-là avec une sorte de dictionnaire que tu as déjà établi. Oui, parce qu'il y a une phase d'apprentissage. À partir d'exemples de sons qui sont étiquetés et le signal va extraire des caractéristiques de ces sons. Et pour l'apprentissage, il y a un premier calcul qui est fait avec une certaine précision, un certain arrondi. Et on veut que ce calcul-là soit le même, quelle que soit la plateforme où on va après exécuter le. Mais tu es absolument convaincu que la détérioration de la performance induite. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences, voilà, c'est ça. Parce que si ton dictionnaire est aussi sensible, en fait, peut-être que tu auras d'autres problèmes, en fait. Ce ne sera pas la précision du GPU ou du DSP, ce sera autre chose. Oui, il y a toujours des arrondis, mais bon, on préfère garder effectivement, on préfère garder cette précision et pas trop dévier. C'est vrai qu'il faut trouver le bon compromis justement entre la précision, en principe, tous les problèmes d'apprentissage, pas non plus être trop proche des données d'apprentissage. Donc tu vas CTP ça pour compter le nombre de personnes qui trinquent tout à l'heure. Tu vas avoir quoi comme latence en fait au niveau de la détection? Ça met combien de temps avant d'alerter? C'est quasiment instantané. Alors on fait des FFT sur de 512 à 1000 points en fait. D'accord. Et après on fait d'intégration statistique sur 16 000 points environ. Donc on a une détection tous les tiers de seconde, parce qu'on échange une 44 000 secondes. Donc, tous les tiers de seconde, on a une donnée, et après on intègre aussi dans le temps. Il faut une latence d'un tiers de seconde. On peut être plus précis, mais c'est à peu près ça. La géolocalisation à l'intérieur d'une pièce, par exemple? Ah non, en fait, non, la localisation, elle n'est pas au menu. On a trouvé, parce que ça demande encore plus de processing. En fait. On a trouvé, il y a des microphones avec quelque chose comme 6 capsules donc qui permettent d'une formule de séparer l'espace, etc. Mais c'est impossible de faire tourner là-dessus. Ça prend déjà 1 GHz. Mais effectivement, ça commence à venir. C'est des micros qui sont faits pour les réunions en fait, donc qui permettent de faire un seul enregistrement et de focaliser sur la personne qui parle. Et ça c'est pas mal. Donc effectivement ça peut être un ajout supplémentaire, mais la localisation finalement est encore trop très gourmand en fait. C'est pas du tout utilisé. Il y a pas mal d'outils disponibles, mais c'est vraiment pas utilisé. Je suis curieux pour la qualité. Vous avez besoin de quel échantillonnage pour pouvoir Alors là, comme on fait comme on a mis un micro, donc on a pris la meilleure qualité. En fait, on a fait c'est du 44100, 16 bits. Après, on a possibilité de la carte aussi on peut faire du streaming. Donc on récupère par exemple une caméra IP maintenant avec un micro et puis qui stream l'audio. On peut récupérer l'audio là. Donc après c'est des codecs. On travaille sur des codecs G711 qui sont échantillonnés à 8 kHz. Donc on peut s'adapter finalement. On peut s'adapter, mais au plus tu as une bande passante large, au mieux tu vas détecter, par exemple des grilles vertes, tu vas chercher pour les détecter, on va chercher des fréquences autour de 16 MHz. Donc si tu as un échantillonnage trop réduit, tu ne vas pas pouvoir les détecter. Et en fait, effectivement, il y a plein de devices qui font du. Après, il y a des téléphones portables, des caméras IP, etc. Et la plupart du temps, c'est des codecs faits pour la voix. Du coup, il y a énormément de compression de données et ça réduit la qualité pour la détection. Ça, c'est sûr que c'est des choses. C'est fait pour la voix. Il y a beaucoup de codecs pour la voix et pas pour la détection d'autres signes. Là, c'est du 40 000. On va juste essayer d'avancer un peu, histoire que quand bien sûr. les pizzas arrivent, Bien sûr.
Merci. Bonjour, moi je suis Thomas Claveroche, je travaille pour une petite start-up qui s'appelle Green Communications et on fait essentiellement des réseaux sans fil et même essentiellement du Wi-Fi. On ne fait pas que de l'embarquer, mais en embarqué on développe aussi. Donc on a des solutions qui sont sous Linux et donc on travaille aussi sur des Raspberry Pi et des BeagleBoard. Donc la démo ce soir c'est avec des BeagleBoard, avec des boîtiers comme ça. Si je l'ouvre, derrière en fait on a juste une BeagleBoard avec deux cartes Wi-Fi USB. La carte Wi-Fi USB c'est juste une carte qu'on a achetée dans le commerce et on a retiré la coque en plastique. Donc cette machine c'est grosso modo un routeur sans fil. On a des modèles avec batterie mais on n'est pas content de nos batteries, ça ne marche pas, donc ce soir je vais le brancher sur le côté. T'arrives à voir à le projeter? Donc la machine qui, je n'en doute pas une seule seconde, va projeter. La démo dans un instant fait aussi partie du réseau. J'ai disposé d'autres machines comme ça dans la pièce. Il y en a une là et une autre là-bas. Voilà. Donc toutes ces machines en fait vont spontanément se mettre en réseau sans configuration, détecter les liens qu'il y a entre les machines, la qualité de service qu'on peut avoir entre les liens. Je vais brancher celle-là d'ailleurs pour vous montrer que ça se détecte automatiquement, dynamiquement. Derrière c'est tout en Wi-Fi. Évidemment, bon, là comme toutes les boîtes sont côte à côte, toutes les machines se voient. Si on fait des réseaux plus grands, si on étend la couverture, toutes les machines ne vont pas se voir, mais on assure le routage d'une machine à l'autre et on assure, pareil, les estimations de capacité et de qualité de service entre les liens, on les maintient même sur des chemins à plusieurs sauts. Et également, ces machines, voilà, donc là cette machine vient d'entendre booter, donc elle apparaît sur le réseau, temps de découvrir les liens, d'évaluer les capacités. Ces machines font aussi point d'accès. Donc je vous montrerai tout à l'heure, là, je ne vais peut-être pas connecter tout le monde sur les points d'accès, mais donc vous pouvez vous connecter au réseau, et si on relie une ou plusieurs machines à l'Internet, vous allez avoir accès indirectement à l'Internet par le point d'accès auquel vous êtes associé, en prenant la route qui donne la meilleure capacité. Également sur les points, sur toutes les machines, il y a également une interface web. Donc là, il n'y a plus personne. Si. Tu peux lancer un Firefox et mettre localhost tout simplement. Localhost. Oui. Donc si vous vous connectez sur un point d'accès, c'est pas localhost, c'est API. Et vous avez une interface web qui affiche l'état du réseau. Donc en HTML5, si tu cliques sur capacité, typiquement, tu vas avoir les capacités qui s'affichent, mais bon, c'est un peu le foutoir, mais tu peux faire du drag and drop pour les écarter éventuellement. Normalement, tu peux faire du drag and drop, mais là, tu peux pas. Ah si, mais ça rame. Donc là, le laptop, il est connecté à une box. En fait, c'est du Wi-Fi, hein, vraiment partout. Donc le laptop, il utilise sa carte Wi-Fi. C'est du mode ad hoc, il n'y a pas de point d'accès, pour ceux à qui ça parle. Et derrière, on a un logiciel qui tourne sous Linux. On a aussi des drivers modifiés, etc. pour estimer la capacité du lien radio, faire des estimations de qualité entre les liens. Et donc derrière, les nœuds se découvrent automatiquement avec un protocole de routage. C'est le protocole de routage qui a plein de modèles pour estimer la capacité. Derrière, donc le programme qui fait le routage exporte toutes ces informations, ce qui permet d'avoir ce serveur web qui les affiche. Parce que oui, j'ai pas dit, si jamais le réseau est très grand, vous vous déplacez et vous faites des handoffs d'un point d'accès à un autre, la connectivité est maintenue, donc vous ne changez pas d'adresse IP, rien, c'est juste des handoffs 802.11 classiques. Donc voilà. Tous les points ont toutes les informations sur tout le graphe. Oui, enfin pas toutes les informations. Et d'ailleurs, Pierre, si tu peux double-cliquer sur un autre point, par exemple. Et donc,
c'est possible d'avoir, voilà, là c'est le point de vue du nœud qui est en vert. On peut avoir le point de vue de différents nœuds. En tout cas, tous les nœuds ont suffisamment d'informations pour le routage et pour assurer le routage avec la meilleure qualité de service. Et c'est des IP qu'on voit là, les 10 points. Oui, c'est des IP. En fait, on a aussi, derrière, on a un logiciel en plus qui permet de diffuser des V-cards. C'est-à-dire que là, on a non photo, en fait, il n'y a rien parce qu'il n'est pas installé pour cette démo, j'ai pas eu le temps. Mais derrière, vous pouvez avoir à la place d'un rond une photo avec le nom de la machine et n'importe quoi d'autre. On a du MDNS en fait, donc on peut diffuser des informations dans le réseau de manière optimisée. Oui. Oh oui, parce que derrière, pour ceux qui connaissent, c'est un protocole qui dérive un peu d'OLSR avec des fonctionnalités extensibles. Et si on veut diffuser des informations dans tout le réseau, c'est pas du broadcast bête et méchant, c'est fait de manière un peu intelligente. On va envoyer juste à certains de nos voisins qui vont utiliser juste certains de leurs voisins pour éviter de surcharger le réseau. Ouais. Là, si vous avez deux cartes wifi, il y en a une qui sert pour le point d'accès sur chaque voilà, exactement. Et l'autre, c'est du ad hoc, mais par contre, vous avez développé votre propre protocole de routage là. Oui. Enfin, vous n'avez pas utilisé 802.11s ou un truc comme ça? Non, dans 802.11s, il n'y a pas de... Alors, si ma mémoire est bonne, c'est un peu complètement de l'eau ce protocole. Il y a deux protocoles de routage possibles, un qui est réactif, un qui est proactif. Plus possibilité pour les fabricants d'avoir des protocoles de routage propriétaires. Mais dans le standard, il n'y a pas de notion de qualité de service. Et dans les implémentations qui existent, en tout cas sous Linux, c'est de tout. Et je ne crois pas que ces protocoles soient extensibles. C'est-à-dire que dans notre protocole de routage, on a la possibilité d'avoir des messages personnalisés avec une API au niveau de la machine pour envoyer des messages personnalisés et utiliser la diffusion optimisée. À ma connaissance, ça n'existe pas dans 802.11s. J'ai eu des retours de gens qui faisaient des tests en 802.11s qui me disaient que les performances n'étaient pas terribles. Mais l'avantage de 802.11s, c'est que ça fournit un seul lien au niveau 2 qui est complètement transparent pour tous les niveaux. Alors que là, on est vraiment au niveau IP, on fait du routage IP. Votre problème, en fait, c'est enfin, j'ai pas bien compris, vous êtes dans le cadre d'une boîte, vous avez gardé ou elle est open ou... Hélas, c'est une implémentation propriétaire. En fait, c'est des travaux, ça dérive de travaux de recherche qui ont commencé en 2002-2003. Et donc, du coup, on n'est pas super chaud pour ouvrir toute l'implémentation. Je le regrette. Et vous vous basez sur OLSR, et OLSR c'est open source. On n'est pas basé sur OLSR. Le protocole de routage qu'on utilise dérive de OLSR. En fait, c'est une start-up qui a été créée par deux chercheurs de Paris 11 et de Paris 6, et notamment qui ont participé au groupe de recherche de l'Unria Hypercom qui a créé OLSR en fait. Donc on est vraiment très à l'aise avec OLSR, on a vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Et dans OLSR, il n'y a pas toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour ça, et c'est pour ça qu'on a enrichi OLSR avec le protocole. C'est en gros le même principe, les formats de messages ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a des choses en plus dans les messages. C'est pas le QOLSR qui existe quand on... je sais pas, c'est la même base de code. D'accord. Ce qui existe sur OLSR.org. Alors OLSR.org, c'est pas QOLSR. Ouais. QOLSR, c'était une implémentation de OLSR qui avait été développée à Paris 11, qui, à ma connaissance, il n'y a pas de release depuis, je sais pas, 2006. D'accord. C'est le code de QOLSR qui a évolué, en fait. À un moment, c'est devenu fermé. Et c'est vraiment la même base de code. Parce que dans l'implémentation sur LSR.org, ça se base aussi sur des détections. Enfin, il y a aussi cette notion de qualité de lien qui est propagée dans les messages. Dans OLSR, il y a la notion de link hystérésis, de choses pour éviter que les liens clignotent. Et c'est pas du tout utilisé pour le routage. Là, c'est vraiment, on a des choses qui sont mesurées dans le driver et des modèles d'interférence qui se basent sur la connaissance de la technologie du réseau, pour savoir à la fois quelle capacité on peut attendre de chaque lien si on partage équitablement, pour s'assurer, on a des mécanismes de QoS qui sont mis en place pour s'assurer que cette capacité est respectée, c'est-à-dire que si un lien commence à bourriner, on va le limiter pour pas qu'il dégrade le réseau pour les autres. Ces mesures de performance sont utilisées pour le routage. Et ça, il n'y a pas du tout ça dans la LSR. D'accord. Et dans ta QoS, est-ce que tu tiens compte du niveau de batterie des nœuds? Pas du tout. Pour une raison simple, c'est que en fait, sur les architectures qu'on utilise, c'est pas vraiment ça. C'est pas que j'émette ou pas, ça va pas changer fondamentalement la durée de vie de mon périphérique. Et je crois qu'on avait fait aussi des recherches
sur les histoires de routage, de faire du routage en fonction de la batterie pour augmenter la durée de vie du réseau. Et je me souviens plus des résultats exacts, mais les conclusions, c'est que c'était pas très intéressant finalement. Ce qu'on a en revanche, que je ne montre pas ce soir, c'est comme on connaît la topologie du réseau, on peut savoir si un nœud est vraiment utile au réseau ou pas. C'est-à-dire que si j'étends ce nœud-là, par exemple, je ne déconnecte pas le réseau. Donc si le nœud ne transporte pas de trafic et qu'il n'est pas nécessaire pour maintenir la connexion du réseau, on peut décider de l'étendre. Et donc on a un protocole. Donc par contre, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les nœuds s'éteignent en même temps. Si on a par exemple deux nœuds, l'un des deux est utile pour la connectivité, mais pas les deux. Donc il faut qu'il y en ait un qui s'étende et pas les deux. Donc il ne faut pas que les deux décident de s'étendre en même temps. Donc on a des solutions pour gérer ça, pour éteindre les nœuds, les réveiller périodiquement. Comme la mise en veille sur les BeagleBoard, donc pour faire simple, ça ne permet pas des gains d'énergie très intéressants, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis en place sur les BeagleBoard, mais on a des solutions qui font ça. Oui toujours par rapport à ça, donc vous êtes une société, ce que vous essayez de vendre, en fait, c'est ça, c'est l'espèce de point d'accès qui se permet de faire du... En gros, c'est plutôt cette idée de réseau sans infrastructure. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai besoin pour que mon périphérique marche, c'est du courant. Et encore, ce ne serait pas le cas si j'avais une batterie. Donc, si on est dans une optique de fournir de la connectivité Internet à des gens qui ont des périphériques classiques, donc qui ne veulent pas embarquer de logiciels particuliers sur leur terminal, alors oui, on peut vendre des points d'accès. Mais on peut avoir des scénarios dans lesquels les gens vont avoir des terminaux sur lesquels ils peuvent embarquer le logiciel. Et donc, le périphérique n'est pas obligatoirement un point d'accès. Donc on peut vendre d'autres configurations, juste des réseaux auto-configurés avec une seule carte dessus qui se découvre. Par exemple, pour faire des communications, alors par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est des autorités civiles ou ce genre de choses, ou des pompiers qui ont besoin de communiquer entre eux. Ils n'ont pas besoin de point d'accès, ils n'ont pas besoin d'être reliés à Internet, mais ça pourrait les intéresser justement d'avoir des réseaux qui s'allument, qui se découvrent et qui s'adaptent automatiquement qui découvrent automatiquement la topologie. Donc en gros, tout ce qui est réseau sans infrastructure, que ça implique ou pas les points d'accès ou des connexions Internet, c'est ça qu'on vend. Ça me faisait beaucoup penser à des concurrents à vous que vous connaissez, Meraki, je ne sais pas si vous voyez. Meraki, non. C'est un peu les leaders de ceux qui vendent en fait des points d'accès comme ça distribués. À la base, c'était un groupe MIT qui a fait quelque chose qui s'appelait OpenMesh. Et après, ils ont fini par faire leur boîte de plus en plus propriétaire. Ils vendent ce genre de trucs, 1000 $ pièce, etc. Mais bon, là ça change un peu, mais du coup vous avez dû vous poser la question de la batterie. Ouais, on n'a pas de réponse. Alors en fait, nous on vient essentiellement du monde du logiciel, et donc on n'est pas trop à concevoir de l'électronique nous-mêmes. Et effectivement, on n'a pas. Et en plus sur les BeagleBoard, à ma connaissance, dans les choses qui existent qu'on peut acheter, il n'y a que les BeagleJuice. Qui donnent des performances. Alors on n'a pas essayé les BeagleJuice 2 qui sont sortis récemment, mais qui ne donnent pas des bonnes performances, principalement parce que là on tire 1 ampère en fait sur l'alimentation, parfois un peu plus, mais en moyenne à peu près 1 ampère, et c'est trop pour les BeagleJuice. Et donc on dit oui, on tient 1 heure dessus, et puis il y a 1 heure. Et vous avez essayé de faire je sais pas, de la voix sur IP ou des choses comme ça sur le réseau, mais en ayant par exemple des liens qui cassent et pour voir... En fait, ça fait partie de nos objectifs. D'accord. Donc là, en fait, sur ce genre de réseau, il y a des taux de perte qui sont assez gros, comprendre supérieur à 1%, voire dans certaines circonstances au-delà de 10%. C'est pas, et même 1% de perte, c'est déjà beaucoup pour la voix sur IP. Donc clairement, c'est notre travail actuellement d'améliorer les performances du réseau et notamment les taux de perte pour faire passer des flux. Après, vu que vous avez modifié les drivers Wi-Fi et tout ça, je sais pas si c'était dans une optique d'optimiser le reroutage, en fait, routage plus rapide. Le routage, il est vraiment, pour l'instant, le routage est fait sur la capacité du lien, et donc pas de taux de perte, pas de délai. Et comme de toute façon on est obligé de limiter cette capacité pour éviter qu'un nœud vote tous les autres tout simplement. Et donc de faire ça, ça veut dire mettre des mécanismes en place type token bucket, type gestion particulière de file d'attente, ce qui veut dire que dans certaines situations on va avoir des files d'attente qui vont se remplir, ce qui est jamais bon pour le taux de perte élevé. Et notamment, truc tout bête, mais quand un lien tombe, les choses,
on envoyait des paquets au driver, c'est-à-dire le driver a envoyé des paquets au firmware de la carte. Donc nous, on ne peut plus rien faire, même en espace kernel, il n'y a rien à faire, c'est dans le firmware du driver. Si le lien tombe à ce moment-là, bah, le driver va quand même essayer d'envoyer ses paquets pendant longtemps avant de s'apercevoir que... Enfin, il y a les retransmissions du 102.11, etc. Ça peut prendre un temps qui est sensible. C'est parce que le LSR, comme il est quand même proactif, mais même sans ça, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as des paquets qui sont dans le hardware, dans la carte, qui sont enfilés, il n'y a plus rien à faire au niveau logiciel, même si tu sais que ton lien est tombé, il n'y a rien à faire, la carte, son firmware va essayer de faire sa retransmission, 4 retransmissions pour chaque paquet enfilé, avec les back-off, et ça fait pas mal de délai, c'est vraiment sensible quand tu vois les performances. Dès que le réseau commence à être dynamique, il y a des choses, c'est Wi-Fi et c'est la manière dont le hardware Wi-Fi est conçu, on ne peut pas faire grand-chose. Une dernière question, pourquoi on n'a pas des mégabits là disponibles sur les connexions? Pourquoi c'est des centaines de kilomètres? Alors, on est en G, donc déjà, on est à 54 mégabits. Alors, dans le cas théorique idéal, où on est le seul réseau Wi-Fi et où tous les back-off c'est des interférences de la pièce. On est à 54 mégabits pour l'ensemble des liens. Là, c'est partagé équitablement entre tous les liens. Donc, en gros, comme toutes les machines sont côte à côte, tous les liens sont en interférence. Donc, la capacité d'effectif totale qu'on a sur le lien Wi-Fi est divisée équitablement entre tous les liens. Sauf que cette capacité, il faut tenir en compte que 54 mégabits, c'est un débit théorique. On n'est pas le seul réseau Wi-Fi, j'imagine qu'il y a d'autres réseaux Wi-Fi ici. Il y a des fours à micro-ondes qui tournent, les pizzas qui sont en train de chauffer. Mais si je veux envoyer un paquet ou enfin un flux vidéo au petit point du haut, je vais pouvoir allouer plus de bandes passantes sur le lien du haut, par exemple? Oui, alors ce que tu peux faire, Pierre, c'est remontrer l'interface graphique. Ouais. Là, en fait, les liens s'allument en rouge ou en noir selon qu'ils sont utilisés ou pas. Et on a des mécanismes. Donc, ce qui est affiché, c'est la capacité qu'on utilise pour le routage et qui garantit si tous les nœuds émettent. Mais quand les nœuds n'émettent pas, en fait, on peut réutiliser leur capacité. Et du coup, il n'y a que les liens en rouge qui s'attribuent à... Je ne suis pas clair. Les liens qui n'utilisent pas la part de capacité qui leur est allouée, cette part de capacité peut être réutilisée par les liens qui l'utilisent. Donc, dans un cas comme ici, où on n'a qu'un lien d'utiliser, c'est lui qui va prendre toute la capacité disponible pour le réseau. Merci. Pour la présentation, vite fait, en fait, on vient de Paris comme Gawen et Séverin. Et donc on est en train de créer une boîte dans la robotique. Et le rapport avec ce soir, c'est qu'on a développé dans le cadre de nos activités une petite carte embarquée qu'on a ici. On n'a pas de démo malheureusement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire très vite. Mais on pourra vous la présenter physiquement après. Et on va la présenter ici dans notre PowerPoint parce que comme on va finir les études, on reste encore assez scolaire, je pense. Donc c'était rapidement, on est incubé dans notre école et depuis février et l'objectif c'est jusqu'à l'année prochaine. Donc en espérant qu'on puisse devenir un peu européen d'ici. Ça veut dire quoi être occupé dans une... Alors un incubateur, ça fournit plusieurs paramètres pour aider à la création.
Donc là, en l'occurrence, on a des locaux dans Paris et l'école nous paye aussi les conseillers. Donc on a eu par exemple un avocat qui nous a aidé à faire les statuts. On a plusieurs experts par exemple, quand on voulait faire le concours OSEO, on a un expert qui nous a aidé et ça c'est payé par l'école. Du coup ça nous coûte 0 à nous, ce qui est plutôt intéressant. Ils ne prennent pas des parts normalement? Et non, ils ne prennent pas des parts. En fait, je pense qu'on bénéficie du fait qu'il vient de se créer. Du coup, ils n'ont pas encore bien mis en place, je pense. Voilà, donc du coup, nous on profite pas mal sans avoir trop de retour pour le moment. Et donc rapidement, donc, pour nos activités, on fait de la robotique de service, donc ça on pourra en parler avec les intéressés après, on veut faire un petit robot pour le grand public. Et surtout, aujourd'hui, on fait de la prestation de service finalement pour vivre et on est donc du coup sur l'internet des objets avec ce genre de projet. Et donc là aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est, il faut savoir qu'on reste quand même sur un prototype, on est disponible en février, donc on a fait une première carte complètement de A à Z, mais dans le cadre de nos activités. Et on la met sur notre site dans le sens où s'il y a des gens qui peuvent être intéressés, on peut la proposer. Et donc les caractéristiques importantes de cette carte, c'est que dessus, c'est un microcontrôleur, en fait de la même façon que OpenPicus, on en a déjà parlé avec les intéressés. On a donc un module Wi-Fi directement dessus, c'est une petite carte embarquée qui a un but d'avoir des basses consommations. Donc les caractéristiques importantes, c'est qu'on a du micro-framework dessus, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le C#, on a le framework.NET intégré sur le microcontrôleur. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut coder sur l'ordinateur, même un port UART par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait quand on a un projet avec un port UART, on veut s'interfacer avec un nouveau module. On le fait directement sur le PC avec un simple port USB convertisseur série. On code notre appli en C# sous Visual Studio avec une appli Windows console. Et après, on a juste à copier-coller le code dans notre projet micro-framework. Et automatiquement, on le recompile pour la plateforme ARM7 et ça se lance dessus. Donc dessus, il y a une machine virtuelle qui tourne, C#, donc forcément, c'est pas très optimisé pour ceux qui sont très temps réel. En fait, sur notre plateforme, on a un pic en parallèle dessus qui permet justement, dès qu'on a besoin d'un peu plus de choses un peu plus temps réel, entre guillemets, si on peut dire que le temps réel existe. Et on peut programmer une partie sur le pic. Et donc le C#, l'avantage c'est que, comme on le met après, je crois, on utilise l'outil développement Visual Studio, ce qui n'est pas négligeable parce que dans l'embarqué, souvent, il faut le dire, les environnements de développement sont un peu pourris. Et donc Visual Studio, on a le même debug qu'une application Windows, donc du pas à pas, les mêmes raccourcis. Donc ceux qui font, en fait, nous on le vend de cette façon, enfin on le présente de cette façon, c'est que quelqu'un qui n'y connaît rien en électronique, mais c'est codé en C#, il peut très bien utiliser cette plateforme. On montrera un bout de code rapidement après pour montrer la simplicité. Et donc voilà, donc dessus on a un module Wi-Fi, on a un module Zigbee, donc on parlait de passerelle tout à l'heure, c'est possible de le faire aussi puisqu'on a les deux communications. Et donc en stockage, c'est du micro SD branché sur l'ARM, du coup quand on veut s'interfacer avec, on crée un objet file, de la même façon qu'on crée un fichier sur les disques durs du PC. Sauf que là, ça va se créer directement sur la micro SD, donc système FAT32, etc. Enfin, c'est vraiment comme le framework. Et donc voilà, après on peut voir autour, on a des GPIO, on a 3 UART, 2 SPI, 2 IDC, des ports analogiques, enfin tout ce qu'il y a sur un microcontrôleur, ça reste accessible. Et donc voilà, donc le micro-framework finalement je l'ai déjà présenté, donc les gros avantages c'est Visual Studio. Et surtout l'accessibilité, puisque nous, on présente, comme j'ai dit, quelqu'un qui n'y connaît rien en électronique. Et on a le MRX Framework, donc ça c'est un framework que nous-mêmes on a développé pour aider à la conception d'applications embarquées de façon encore plus rapide. C'est-à-dire que nous, tu veux passer. En fait, on abstrait complètement toute la couche réseau. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien en Wi-Fi ou en Zigbee, il est capable avec notre framework d'interfacer plusieurs de nos cartes, ou même s'interfacer avec les Zigbee, parce que on n'a pas fait beaucoup de pratiques en Zigbee, apparemment c'est nul au niveau des profils. En tout cas, on a implémenté les profils Zigbee, donc c'est-à-dire que s'il y a une lampe que vous achetez qui a le profil Home Automation et qu'il se déclare comme une lampe, on gère ces profils, donc vous pouvez interagir avec la domotique. Donc bon, après on ne s'y connaît pas trop en Zigbee, en domotique, donc on ne va pas s'avancer là-dedans, c'est peut-être mieux. En tout cas, on avait développé ce Zigbee en fait, dans le cadre d'une application qu'on décrira rapidement. Et oui, c'est Xlopad, pardon. Et alors en fait, on bosse sur là c'est une version où dessus on a un pic, on a une stack perso, donc pour le moment c'était pas très scalable, on va dire. Et on est en train de bosser sur une version avec Contiki, je sais pas si vous connaissez.
En fait, il y a un chercheur qui s'appelle Adam Dunkels qui a bossé sur le SixLopan, qui est en gros les protocoles qui vont arriver, c'est-à-dire que c'est encore en cours. Et Contiki, c'est le système d'exploitation de temps réel qui a été créé, qui tourne sur plusieurs microcontrôleurs, qui tourne avec du 802.15.4, c'est-à-dire que c'est la même base que le Zigbee. C'est au niveau radio. Et donc le SixLopan, l'avantage c'est que ça amène donc, l'IPv6, on peut tourner aussi en IPv4, on peut switcher très facilement entre les deux. Et donc nous on va l'implémenter pour ensuite bénéficier de tous les protocoles qui ont déjà été développés, parce que Contiki c'est complètement open source, le hardware est complètement open source, et donc on va la rajouter sur notre... ça remplacera le truc qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, après rapidement, nous ce qu'on présente c'est que finalement notre carte c'est ce qu'on met sur le robot. Donc en fait on contrôle nos moteurs, nos servomoteurs et on a mis caméra et sensor. Donc aujourd'hui on n'a que de la prise de photo, pas du streaming forcément puisqu'on est sur du microcontrôleur, ça reste encore assez limité. Mais pour le moment nous ça nous suffit dans nos fonctionnalités et en fait le principe c'est qu'on l'interface avec un serveur et côté serveur on fournit aussi la librairie, pour le moment encore en C# mais on verra en Java, pour justement comme on le disait, quand on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en Wi-Fi, on s'interface avec une fonction avec on fournit des API pour s'interfacer simplement en fait en donnant des noms, juste des strings, on donne un nom sur la plateforme et on y accède depuis un PC. Donc depuis un PC qui est connecté sur le même réseau ou à distance. Enfin c'est pas encore fait pour l'instant, c'est sur le même réseau. Et on fournit la librairie C# pour programmer et contrôler à distance la carte. Et puis pour la suite je vais laisser. Donc ça, en fait, l'application, on avait réalisé pour une société un diagnostic énergétique de bâtiment. C'est-à-dire eux, leur boulot, c'est de faire un diagnostic énergétique de bâtiment. Donc on avait développé, ça c'était peut-être une mauvaise idée, en fait, on avait redéveloppé des petits capteurs Zigbee d'humidité, luminosité et température. Voilà. Et donc en fait, ils mettent ça un peu partout dans les salles d'un bâtiment, ils récupèrent toutes les données, et nous on a notre carte qui en Zigbee récupère toutes ces données, les met sur microSD en fait au format JSON, c'est eux qui nous l'avaient défini parce qu'ils ont une application web où ils ont juste envoyé. Et l'application JSON, ensuite on l'envoie, c'est eux qui arrivent avec la microSD, ils envoient l'application JSON directement sur internet. Donc là les évolutions possibles qu'on disait c'est qu'à l'époque on leur avait pas proposé le Wi-Fi, maintenant on peut leur proposer le Wi-Fi et ils pourraient juste venir à côté et transmettre les données par Wi-Fi. Et l'avantage qu'on a aussi c'est que le C#, grâce au C#, l'application où on récupérait l'ensemble des données, puisqu'il y a multithreading et tout, enfin c'est vraiment le framework qui est présent dessus. On avait simplement, on récupérait les données de façon complètement synchrone, on les stockait dans le fichier JSON, donc le format JSON, on l'a mis en place en récupérant des bouteilles sur internet, même sans savoir ce que c'était simple, et en une semaine on a fait l'application complète, en tout cas sur le microcontrôleur. Et puis alors rapidement après, c'est parce que dans le cadre de notre entreprise, du coup on a acquis une imprimante 3D, alors je sais pas si pour ceux qui connaissent, bon on va être assez rapide parce que c'est pas forcément le sujet de ce soir, mais pour ceux qui s'intéressent, on a ramené pas mal de petites pièces qu'on faisait dans le cadre de notre activité, parce qu'on avait réalisé des petites boîtes pour des cartes. Par exemple ceux qui ont des Raspberry Pi, on avait récupéré sur internet, donc il y a des sites open source. Donc là c'était une petite boîte en plastique avec le logo de la Raspberry Pi et dedans il y a la Raspberry Pi. Donc ça on l'a fait avec l'imprimante 3D. Donc voilà, merci. Moi j'aurais une question. Visiblement vous aimez bien .NET et C#, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez produire quelque chose de beaucoup moins cher en utilisant quelque chose de moins lourd en dessous? Moins cher, je ne sais pas si c'est une question de prix, après moins lourd peut-être, parce qu'aux questions de prix on achète l'ARM, au niveau cher du dire physique. Ouais, il y aurait peut-être besoin d'un processeur moins puissant ou qui tourne moins vite et donc après du coup avoir... La M7 qui tourne à 12 MHz et qui est multiplié, on doit être à 72 MHz. C'est un microcontrôleur de même puissance qu'un, par exemple le PIC 24 sur le Picus, c'est la même puissance. Donc du coup au niveau consommation on est très bas et ça reste le principe, c'est un microcontrôleur donc c'est des fréquences très basses. Ce que je veux dire c'est que la machine virtuelle ça rajoute quand même un énorme coût et donc du coup ça pourrait prendre 2 fois moins d'instructions, 2 fois moins de 36 mégas. Et en fait le C# c'est clair qu'on perd énormément en vitesse, c'est-à-dire que du coup il y a une machine virtuelle qui tourne derrière, qui est donc elle codéancée mais forcément ça ralentit tout. Dès qu'on commence à avoir plusieurs threads, forcément ça ralentit tout. Enfin c'est clair qu'au niveau, si on veut faire des applications temps réel, on est complètement à la masse. Et c'est pour ça que nous, pour nos applications, on a été obligé de rajouter, en fait on a un petit pic ici,
où dessus on gère tout le réseau en fait, pour être justement beaucoup plus punchy. Et le C# c'est tout le côté applicatif, c'est tout ce qui va se rajouter par-dessus. Ça va être justement récupérer les données JSON, les enregistrer sur une carte SD. Là on n'a pas besoin d'être vraiment très rapide. Parce que finalement les données on les récupère toutes les 10 minutes. Il y a on va dire une cinquantaine de capteurs, donc au final voilà, si on a un temps de réaction de l'ordre de... On va dire un temps de réaction quand il y avait au monde, on avait plusieurs threads qui tournaient, on est de l'ordre de la dizaine de millisecondes. Donc c'est énorme, mais en même temps ça nous suffisait largement pour l'application. Donc c'est sûr que ça limite les applications. Mais après voilà, nous on faisait le pour et le contre, et le C# on s'y est intéressé parce que on a fait beaucoup d'embarqués, on a vu tous les avantages et ça nous intéressait quand même. C'est surtout pour le développement de tout ce qui est applicatif. En fonction de l'application, là, vu qu'on a accès à un langage qui est complètement orienté objet, en fait, on architecture notre logiciel comme si on était sur PC. On peut réutiliser du code qui a déjà été développé en C#, parce qu'il y en a énormément sur Internet, qui s'appuie sur le framework .NET. Et tout reste compatible parce que c'est le même framework. Nous, nos classes, puisqu'on a un objet, on peut les réutiliser après sur d'autres projets. Et on a un flux de travail qui s'apparente plus à un développement logiciel classique qu'à de l'embarquer. On peut faire ça en C++ par exemple. Après, ouais, il y a certains microcontrôleurs qu'on peut programmer en C++. C'est pour ça que tu rappelles avec l'outil virtuel. Mais après, c'est sûr qu'on peut le refaire en C++. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est que vraiment, enfin nous en tout cas, on s'en est rendu compte au moment des applications, c'est que gérer le système de fichiers, enfin nous vraiment, on a utilisé .NET direct. En une semaine, on a fait notre application qui récupérait toutes les données de capteurs et qui le mettait directement sur la carte SD. Et puis là, tu peux le mettre en dessous si tu vas sur mes applis. Alors là, on les voit pas toutes, mais il y a Visual Studio normalement, avec GitHub. J'ai mis un petit projet pour présenter rapidement. Voilà, alors bon, là, la résolution n'est pas forcément adaptée. Donc là, c'est un programme tout simple où finalement, juste par exemple pour un PWM, on crée un objet où on lui donne la pin à laquelle correspond, où on a le PWM disponible. Et ensuite, on a juste une fonction set où derrière, je lui donne la fréquence en Hertz et le duty cycle du PWM. Et ça, on n'a rien codé là-dedans. Là, il n'y a aucune de nos classes. Là, ça, c'est du framework, ça, c'est du micro-framework, enfin, on n'a rien refait. Donc ça, c'est une appli qui set un PWM par exemple et qui fait clignoter une LED. Donc, et tous les objets déjà disponibles comme ça, il y en a énormément. Donc finalement, parce que nous, on en a fait aussi beaucoup, on a un PIC parce qu'on fait de l'embarquer, on code en C, effectivement, donc c'est beaucoup plus efficace. Mais voilà, le problème d'un PIC, c'est qu'on peut utiliser même des librairies qui soi-disant, puissent être portées sur plusieurs PICs. Il y a des histoires de registres qui changent, il y a des histoires, donc il faut aller toujours dans la datasheet, aller chercher. Enfin, c'est pas qu'on ça nous fait peur, parce qu'on a déjà bien trempé le temps, mais on gagne tellement de temps avec le C# que ça c'est pareil. Mais aujourd'hui, c'est vrai que... Ceux qui aiment l'Arduino seraient ravis d'avoir un truc comme ça, parce qu'au final, la simplicité d'utilisation elle est proche, mais on a un vrai IDE comparé à l'IDE Arduino sur lequel on atteint vite. Ouais. Le truc, c'est que c'est semblable à l'Arduino parce qu'on a des librairies pour abstraire l'UART, les BNB, etc. Mais l'Arduino, quand même, on n'a pas la lourdeur de la machine virtuelle. Donc on a quand même la simplicité, mais derrière, ça reste une librairie en C++, je crois d'ailleurs. Et au final, c'est juste. Non, mais je suis pas d'accord, mais je pense qu'en fait, il faut attendre ce micro-framework de Microsoft qui est jeune. Et clairement, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des microcontrôleurs, enfin des microprocesseurs Java en temps réel, puisque finalement, il est déjà implémenté le processeur Java. Je pense que de la même façon, il y a des sociétés qui vont développer des microprocesseurs avec qui interprètent la CLR. Où il y aura la CLR directement en hardware. Donc pour le moment, c'est pas le cas, mais je pense que ça va venir parce qu'il y a une communauté qui se crée, qui vient grande. Si vous vous intéressez un peu, je sais pas, au micro-framework, si vous connaissez, il y a GHI. Nous, en fait, on s'est basé un peu sur le travail de GHI, qui est une société américaine, qui s'est créée autour de tout ça. Et justement, ils ont créé un petit ARM7 avec le shield Arduino. Au final, on peut utiliser tous les shields Arduino facilement dessus, parce qu'ils ont utilisé le même layout. Et juste pour information, c'est quoi comme microcontrôleur que vous utilisez avec le 40 dedans? Nous, c'est un ARM, c'est un LPC 2387, donc c'est un peu vieux, mais la nouvelle version met un Cortex M3 dessus. C'est quoi, c'est du M0? Non, M3. Et c'est. Ouais, c'est une question. Justement, de la même façon, vous dites que c'est pratique d'utiliser le .NET pour la simplicité d'utilisation. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas pensé à faire une machine virtuelle Java carrément? Parce que là, c'est encore plus cross-platform. Et alors, parce qu'en fait, on l'a pas fait la machine virtuelle, elle était déjà faite, c'est pour ça. Mais il y en a aussi. Alors, je sais pas nous on ne connaissait pas, on n'a pas forcément cherché à
le chercher, on va dire. Mais et puis d'un autre côté, on a vu le C#, effectivement, on savait parce qu'on a eu des cours à l'ECE de Java embarqué. C'était sur des ARM7, mais le problème c'est qu'il fallait des extensions de RAM. Parce que même si le Java, il faut le dire, c'est quand même un peu, enfin peut-être plus maintenant, mais c'est quand même un peu plus lourd que le C#. Et du coup, pour le faire tourner, apparemment là, ils étaient obligés de rajouter des extensions de RAM. Nous, la RM7, il est tout seul. Il est juste dessus et. Oui, donc là, mais bon, après, non. interne. Moi, je dis pas que c'est qui mieux que Java, c'est sûrement. Parce que nous, on l'a vraiment pas vu, franchement. Et puis, c'est vrai qu'on était un peu attaché au C#, ça nous plaisait bien. Mais bon, on aurait pu effectivement, surtout qu'on avait déjà utilisé sur le code. Et c'est gratuit le micro framework, n'importe qui peut le télécharger, je peux télécharger le micro framework, aussi. Ils l'ont mis open source. Est-ce qu'on peut développer pour la plateforme sous Linux? Je sais pas, avec du Mono, enfin je connais pas trop cet Ouais, environnement, mais c'est Mono, possible. depuis très récemment, on peut utiliser Mono. Ouais, donc on peut développer sans avoir de Windows. Quoi. Ouais. Ok. Ouais, il y a 2 mois, on pourrait peut-être déçu. Le Visual Studio, c'est gratuit aussi, il y a une version de il y a Express, ouais. Version Express, tu veux dire un langage, elle est gratuite. Je peux targeter. Et il y a le robot de Traceback, s'il y a un problème, s'il y a un bug, un crash, ou un chose. Alors, on peut l'implémenter, c'est-à-dire que de toute façon, nous, quand on le débug en live, on a la console qui est connectée directement, donc on peut afficher des choses dans la console. Et le Traceback, nous, dans notre framework, c'est ce qu'on propose aussi, on a fait un système de log. Donc on a créé notre propre classe de log et dedans donc, on peut soit afficher directement dans la console, soit afficher par UART. On va faire un truc pour afficher par Wi-Fi et surtout pour enregistrer sur la carte SD. C'est-à-dire que nous notre carte elle tourne dans des bâtiments là, pour le client. Si un jour il y a un problème, on pourra aller chercher la carte SD, on a un fichier log qui se crée dessus petit à petit, où il y a absolument tout le log de ce qui s'est passé et du coup les erreurs et les exceptions qui apparaissent pendant l'exécution. Mais on peut mettre des breakpoints dans le code qui s'exécute. Ah oui, c'est vraiment comme un code Windows 1. Là, j'ai juste non, mais une quand là et on a c'est depuis l'environnement de développement. Est-ce que tu veux mettre des breakpoints sur la plateforme pour aller. Tu branches la plateforme à l'ordi en USB, le port USB il est déjà sur la carte. Et en fait, là, on a juste un ton code pas à pas, le code qui s'exécute sur le microcontrôleur. C'est ça, il est en mini USB, voilà, c'est ça. On branche en mini USB, donc avec le driver, forcément, il est dessus et Visual Studio le détecte tout de suite. Et du coup, c'est vraiment comme sous Windows, on met nos breakpoints dans le code. On le lance avec les mêmes raccourcis, F10 pour passer du step by step, etc. Et ça marche vraiment comme sous Windows. Enfin, nous, c'était on est tombé amoureux sur ce truc-là parce que c'était vraiment. Ça fait gagner du temps. Et là, tout ce système, il arrive à fonctionner avec combien de RAM au final? C'est que la RAM qui est dans la puce, j'imagine. C'est que la RAM qui est dans la puce. Ouais. Et alors, de mémoire, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je crois que c'était 100 kg. 100 kg, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, non, c'est pas grand-chose, ouais. Et donc, il y a une machine virtuelle qui tourne avec tout ça. Mais par contre, clairement, bon voilà, tout ce qui va être traitement d'image et tout, il faut oublier parce que c'est pas l'architecture qu'il faut. Mais après, GHI par exemple, eux, ils ont des architectures un peu plus poussées où dessus ils vont avoir de la RM9 et du coup avec beaucoup plus de RAM. Et là, on peut imaginer de faire du traitement d'image, etc. Mais bon, nous, on n'a pas choisi ça parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc, une question en deux, c'est aussi la carte, c'est développée, c'est ça? Alors ouais, la carte on l'a développée, donc on l'a fait sous-traiter en Allemagne. Celle-ci on les a soudées nous-mêmes et pour le client là on les a fait faire souder par un sous-traitant en France. Donc souille. D'accord. Ça revient combien en production? En coût de production, là, vu qu'on a fait seulement 2-3, en plus là c'est encore une ancienne version où il y a des beaux petits straps dessus pour ceux qui pratiquent un peu. Ils se rendent compte des dernières choses au moment sur la carte. Et ça, je sais pas, en fait c'est surtout le prix des composants. Parce que là le prix du PCB ça doit nous coûter autour de 3 € et l'assemblage, donc les composants à souder dessus, ça nous coûte aussi autour de 3,50 €. Et du coup clairement c'est le prix des composants parce qu'on a un module Wi-Fi qui est onéreux entre guillemets pour un composant. Et puis la RM7, pour le moment, parce que la RM7 aujourd'hui on l'achète justement chez DHI. Et comme c'est eux qui ont développé la taille micellaire, donc la machine virtuelle, ils font payer une licence. Donc aujourd'hui on paye 16 € la RM7 parce qu'on paye une licence avec. Mais justement dans la nouvelle version, là on a quelqu'un d'autre dans la boîte qui a redéveloppé à partir d'un projet open source. En fait il y a une taille micellaire, donc une machine virtuelle micro-framework qui s'est créée en open source. Et du coup lui il a récupéré le projet open source, il a compilé pour le fameux Cortex M3. Et sur les nouveaux, on achètera les Cortex M3 à prix. Au prix que ça coûte sur le marché sans avoir à payer licence. Donc à 10 € près, ça fait quoi? En
tout, en tout, on en a pour, je sais pas, je pense, on n'a jamais pas trop fait le calcul encore parce qu'on ne produit pas, mais ça doit être autour de 50 €. Voilà. Bon, ben bravo. Voilà. Démo suivante, qui est partant. Bonsoir à tous, donc, je suis Guillaume Pellerin de la société Parisson, que j'ai créée il y a 6 ans maintenant. Après avoir j'étais enseignant-chercheur, plutôt en physique, donc je suis un peu l'intrus ici, en acoustique particulièrement. Et bon, j'ai quitté l'enseignement et la recherche avec 2 projets en tête. Le premier, donc, de créer une plateforme de gestion collaborative d'archives sonores, je ne vais pas en parler, donc un projet open source que je monte avec des labos de recherche pour créer des grosses bases de données de musique. Et l'autre projet, qui était de créer un appareil qui permette d'aider les formations à distance, ce qu'on appelle le e-learning en anglais. Et donc on a créé un concept il y a depuis quelques années maintenant, qui prend là une nouvelle version aujourd'hui, donc c'est ce gros appareil. Alors, je suis doublement intrus aujourd'hui, c'est que je suis beau développeur aujourd'hui et un peu d'informatique. J'ai un appareil qui est un peu l'enclume par rapport à toute machine sexy que vous montrer. Bon, ça reste un laptop dans une valise, mais c'est embarqué. Et d'autant plus embarqué qu'en fait, c'est un système autonome qui répond au principe suivant, qui est qu'un professeur... Sur l'embarqué, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi souvent des cas d'usage qui sont attachés. Les cas d'usage assez compliqués, c'est qu'on puisse donner en fait un appareil à un professeur dans une salle qui va lui-même brancher, lui-même poser et qui va en fait diffuser sur le web la vidéo, tout simplement. Donc le son et la vidéo. Et qui puisse lui-même démarrer aussi, intégrer les métadonnées de son cours, voir les retours éventuellement s'il y en a, et puis stopper l'enregistrement, la diffusion, et repartir avec sa mail. C'est assez bête comme principe, c'est un laptop donc assez bon. Sous Linux, je verrai après sur les capacités techniques du logiciel, mais d'abord sur le hardware, l'idée c'était aussi de partir d'éléments du commerce, à savoir des manettes audiovisuelles, des webcams, des cartes son de bonne qualité, orientées broadcast, cartes son USB, des micros de bonne qualité aussi. L'idée, c'est que quelqu'un qui va voir un cours en direct, ou différé d'ailleurs, sur Internet, et qui a un tableau, que le prof écrit et tout, il faut que ça puisse être lisible. Donc la qualité, c'est quand même un critère assez important. Alors, c'est pourquoi en fait on a un laptop, bien qu'on ait fait aussi des machines plus petites, embarquées, sans écran, sans clavier, c'est que le professeur, en l'occurrence, enfin le conférencier, plus généralement, a besoin aussi d'un écran, d'un navigateur pour aller sur le web, de montrer des choses, brancher ça en VGA, d'avoir un clavier pour écrire, bref, faire des démos, montrer ses PDF, ses PowerPoint. Donc de fait, avec le besoin d'un clavier et d'un écran, en fait on s'est orienté vers le laptop. Et voilà. Donc, ce qui a été produit là-dessus, c'est tout l'assemblage en fait du système. Donc, dans ma société, on fait travailler aussi des ingénieurs du son, des gens de l'audio, de la vidéo. On a horreur des câbles, et donc les câbles, on les a cachés, on les a passés. On arrive en fait à un système assez modulaire. On peut tout enlever, tout remettre, mettre un Mac à la place, tout descratcher. Tout est scratché partout. Ici, on emmène sur la table du professeur. Ça, c'est un microphone.